Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de BC Podcast. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter la vidéo. Ça nous aide à grandir et c'est toujours gratuit, comme d'hab. Hein. Avec moi aujourd'hui, j'ai un invité que je pense ça fait un moment que je l'attendais. Pouvoir partager avec lui un moment, pouvoir discuter d'homme à homme. On se connaît depuis qu'on est petit. Romain, merci beaucoup de me faire le plaisir d'être là. Merci Pendant les Brian. fêtes, je sais que tu n'as pas beaucoup de temps libre, donc c'est super cool de Merci venir pour l'invitation, c'est un plaisir. partager avec moi un moment. Ma première question, Dis-moi je dis tout. tout le temps, est-ce que tu peux, ta caméra c'est celle-là, te présenter en quelques mots qui est Romain? Très bien. Alors, Romain Schafter, lausannois, qui a grandi à Lausanne, coach sportif dans la vie de tous les jours, mari, grand frère aussi, petit frère pour d'autres. Voilà, un homme qui aime les siens, qui aime partager, qui aime échanger, plein d'énergie et heureusement que le sport existe parce que ça a canalisé le tout. Comment tu arrives au sport? Comment tu arrives à créer ta salle? Et ça m'intéresse. Ouais. Évidemment, ça, tu me diras, on peut parler de ça, par exemple, à la fin. Mais moi, j'aime bien dès le début, parce que ça va nous permettre Let's après go. de comprendre le parcours. Comment est-ce que je suis arrivé à faire cette salle? C'était, on va dire que c'est un long processus. C'est un long processus. Mais le plus important, c'était que j'ai eu le bon mindset. J'ai remarqué que dès le moment où j'ai eu le bon mindset, tout s'est fait de fil en aiguille. Toutes les opportunités qui sont présentées vers moi, j'ai pu les saisir. C'est quoi le bon mindset? Le bon mindset, c'est déjà être patient, apprendre à être patient. Je suis toujours pas patient. Je pense que je serai jamais patient. Mais je pense que je le suis beaucoup plus que j'étais il y a 10 ans en arrière, il y a 5 ans en arrière. Donc c'est comprendre que les bonnes choses prennent du temps à être mises en place et que rien ne se fait en un claquement de doigts. Et ça, peu importe les moyens, que ce soit avec de l'argent ou sans argent, tout prend du temps. C'est ça. Donc déjà, au niveau du mindset, c'est ça. Je pense que c'est surtout la patience. Et la patience te permet aussi d'avoir une vision à long terme. Avant, j'avais que des visions à court terme. C'est l'impulsivité, c'est le fait qu'on veuille tout de suite. Tu vois, c'est ça. Donc je dirais que c'est surtout ça qui m'a énormément aidé. Et bizarrement, dès le moment où je développe ma patience, c'est là que tout se fait rapidement en fait. Tu vois? Mais comment tu développes cette passion-là pour le coaching, pour le fitness, quelque part pour prendre soin de soi, de son corps, de son mental? Déjà, on va dire que j'ai pas toujours été dans le sport, mais j'ai toujours été dans le sport. Ça veut dire que d'un certain côté, plus jeune, j'ai ma mère qui me dit il faut que tu ailles t'entraîner, il faut que tu ailles faire du sport. Donc moi, je vais faire de la natation, je fais un peu de judo, je me retrouve au basket avec toi. Ça, c'est un autre épisode. Je vais vous expliquer. C'était déjà un malade mental, ce mec-là. Moi, j'ai des souvenirs de lui. Moi, j'étais nul au basket, d'accord? Je suis tombé dans son équipe et il y avait que des gars comme lui. Et là, je me rappelle de lui. Lui, il pouvait pleurer à la fin d'un entraînement. S'il y avait pas eu à la fin d'un match, si on perdait un match, il pouvait pleurer, ce gars. Il pétait un câble. Voilà, bref. Hein. Et donc, j'ai tâté un peu partout. Et après, je suis arrivé à 13, 14 ans. Je m'entraînais plus trop. Je traînais beaucoup dehors. J'allais voir mes potes dehors. Tu sais comment c'est. Tu habites dans un quartier, tu commences à traîner avec les gens. Après, tu vois, les gens autour de toi aussi commencent à prendre des mauvaises habitudes. Donc, il y a des gens qui commencent à fumer. Ça engraine aussi. Donc, toi, tu es dedans. Les gens commencent à boire. Les gens découvrent l'alcool. Et il y a cet aspect-là, déjà. Moi, je savais que c'était quelque chose de pas bien. Parce que je viens d'une famille où il y a eu des gens qui avaient des problèmes d'addiction. Donc, moi, je savais que, on va dire que, tu sais, la clope, les joints, l'alcool, c'est un peu la première entrée dans ce monde d'addiction. Je savais que c'était quelque chose de pas bien, déjà, de un. Et après aussi, je suis entré dans les arts martiaux. Pourquoi? Pour pouvoir me défendre. Pour apprendre à te défendre. Pour apprendre à me défendre. Ça veut dire que je n'avais pas une vision sportive. C'était juste pour savoir se battre en quelque sorte. C'était pour savoir se battre, c'est ça la vérité. Et, parce que la défense, c'est aussi l'attaque. Hein, tu vois, c'est ça quand tu es dehors. Et nous, où j'ai grandi, il y avait plein d'aînés qui te raquettaient, qui
mettait la pression, Ah ouais. qui t'humiliait. Tu vois, donc, tu vois, un racket, c'est une humiliation. Surtout quand on te l'a fait dans le bus à 15h30, quand vous sortez tous de l'école. Donc, Devant tu vois, tout le monde il y a et les nanas tout. il y a les nanas que t'aimes bien, il y a les mecs de ta classe, tu vois, et t'as un aîné qui vient, qui te raquette, qui te prend ton iPod, ou tu vois, qui te dit oh, prête-moi ton téléphone, je vais appeler, il te prend ton téléphone, tu dois supplier pendant 1 heure, tu dois passer par un autre aîné pour pouvoir le récupérer, parce qu'en même temps, t'as peur, tu vois, au bout d'un moment, t'es là, t'es dans un environnement un peu comme ça, tu regardes les gens autour de toi, ceux qui vivent tranquilles, c'est ceux qui sont respectés, Mhm. qui sont aussi un peu craints, qui savent se défendre. Moi, Et toi, tu as vu ça, du coup, tu t'es dit, il faut que tout de je suite, fasse partie de ces tout de personnes qui. suite. Ok. Exactement, c'était mandatoire. Ça veut dire que j'ai commencé salle de feed, je fais un peu de feed, je commence à me développer un peu physiquement, tu vois. Mais après, j'ai une embrouille dehors, je me rends compte que c'est pas assez, je suis fatigué, j'ai les bras qui tombent, en fait, c'est juste joli, tu vois ce que je veux dire. Après, je me dis, ah, ok, d'accord, là, maintenant, il faut que je commence à aller courir dehors, faut que je commence à. Tu vois, Puis en fait, à force de me pousser à chaque fois, puis de me dire, ok, bah là maintenant je vais aller dans une salle de sport de combat, je vais aller dans une salle de jiu-jitsu, et ben, au bout d'un moment, bah, voilà, comme tu te développes, tu prends de la force, mais en même temps tu prends du cardio, tu apprends à te défendre, tu vois, et puis on va dire que ça c'est vraiment, à la base, c'était ça. C'était cette vision que j'avais du sport. Pourquoi est-ce que. Là, on va revenir un petit peu en arrière. Likez, s'il vous plaît, et mettez en commentaire votre avis sur ça. Romain, pourquoi est-ce que tu arrives à là? Comment était ta jeunesse? Moi, je me souviens bah, quand on était jeunes, évidemment, mais on avait déjà quoi, 13, 14, 15, 16 à l'époque de l'école. Mais tu as grandi où? Moi j'ai grandi dans les Hauts-de-Lausanne. Dans les Hauts-de-Lausanne, moi j'ai grandi à Grand-Venne. Mais tu vois, Grand-Venne, c'est juste un quartier, mais après, il y a tous les quartiers un peu qui gravitent Passé autour. chaud et tout, Prassé etc. chaud, c'était vraiment le quartier, tu vois. C'était le quartier qui avait la répute. C'était l'épicentre, en fait, un peu de toute cette zone. Tu vois, Prassé chaud, Ok. c'est ça. Depuis toujours, ça a été comme ça. Et après, tu as tout ce qui est un peu autour. Tu as la Sala, tu as Valmont, tu as Épalinges qui est pas loin. Tu as aussi Béthusy, Chailly qui est à proximité. On a grandi un peu tous ensemble parce que soit tu étais à l'école à Grand-Venne, soit tu étais à Béthusy à l'école. Puis les gens de Grand-Venne, certaines personnes de Grand-Venne étaient à l'école à Béthusy et vice-versa. Mhm. Et Mais c'était comment? C'était une enfance. Tu me dis au quartier, bah voilà, il y avait les grands qui raquettaient les petits, qui t'humiliaient, etc. Et c'est ce qui t'a amené à, ok, moi je vais savoir me défendre. Comme ça, quand ces gars vont venir et puis essayer de faire quoi que ce soit, bah, je serai prêt. Ouais. Est-ce que c'est ton enfance qui t'a amené à ça? Après, comment dire, je saurais pas te dire si c'est vraiment mon enfance, parce que des fois on se rend pas compte, mais il y a des choses qu'on vit et on n'arrive pas à faire le lien tout de suite et on va pas réussir à faire le lien tout de suite. Et c'est peut-être dans 20 ans que je vais faire le lien et que je vais dire, ok, peut-être que j'ai eu ce traumatisme jeune qui a fait que je ne tolérais pas, que j'ai pas toléré le fait de me faire racketter ou de me faire humilier et je me suis mis au sport de combat. Après, en soit, avec du recul, certes, où on a grandi, les conditions dans lesquelles j'ai grandi, donc c'était une mère célibataire qui a tout fait, qui a fait le rôle du père, le rôle de la maman, qui a vraiment tout donné pour moi. Et franchement, des fois, je me disais que ouais, c'est compliqué, c'est dur, mais j'ai eu de la chance quand même. J'ai eu de la chance. On est en Suisse, tu vois, ça veut dire que, en même temps, tu vois, comme quand je vais te parler de mon quartier, tu peux avoir l'impression que c'est une communauté, que c'est un peu isolé, mais on avait tout à proximité. Ça veut dire qu'on a grandi avec des gens qui avaient des moyens, nous on avait moins de moyens, mais on a grandi avec des gens qui avaient des moyens, il y avait des gens autour de nous qui étaient des enfants gâtés, il y en avait qui avaient rien du tout, qui avaient des trous dans les pantalons, et c'est la force de la Suisse en soit, tu vois, c'est ça, c'est la force de la Suisse en soit. T'es jamais trop ghettoisé, si tu compares à la France, si tu compares à l'Espagne, si on vivait dans un quartier en France qui serait l'équivalent du quartier où j'ai grandi, ce serait une cité, ce serait quelque chose de loin et ce serait vraiment ghetto et ce serait plus compliqué là. Tu vois. Comment on rebondit de tout ça, Romain? Comment pas s'en sortir, parce qu'à cet âge-là, je pense que tu es super jeune. On ne sait pas vraiment encore à ce moment-là qui on est, comment est-ce qu'on fonctionne, les outils qui vont nous permettre de grandir, d'avancer, de trouver notre voie. Mais comment rebondir de tout ça? Comment rebondir de tout ça? C'est une belle question. Moi, je pense que
je pense que la meilleure chose à faire, c'est, en tout cas pour ma part, je pense que le premier travail que j'avais à faire sur tout ce qui était, sur tous ces éléments externes qui m'ont affecté, c'était un travail sur moi-même que je devais faire d'abord. Et les arts martiaux, ça m'a déjà beaucoup aidé à me canaliser. D'accord ? Ça, c'est la première étape. Et après, forcément, il y a aussi d'autres choses que tu vis, tu vois, qui peuvent te laisser des traumatismes, tu vois, et tu te rends pas compte, et tu marches tous les jours avec ça, et tu te dis que c'est quelque chose de lointain, mais en fait, quand tu touches dessus et que tu vas chercher vraiment le problème et que tu vas creuser, ben, tu te rends compte que c'est quelque chose qui t'a marqué. Je pense que la thérapie, c'est quelque chose de très important dans la vie. Ça peut être via un psychologue, ça peut être via le sport, ça peut être les deux même, tu vois. Et je pense qu'il faut aussi savoir avancer. Il faut pas être trop rancunier. Pendant longtemps, j'étais aussi vachement rancunier. J'avais de la peine à pardonner. Envers qui ? Envers moi, envers les gens qui m'ont fait du mal. Et je pense que pour rebondir un peu de tout ça, de tout cet environnement, tous ces problèmes que tu peux rencontrer dans la vie en étant jeune, je pense que c'est d'abord il faut se pardonner soi-même et il faut être prêt à avancer. Et du moment que tu vas être prêt à avancer, que tu vas vraiment ouvrir les yeux sur ce qui t'est arrivé avant, bah, tu pourras avancer tranquillement. Quel est le déclic ? Moi, je partageais une fois ici même un des déclics que j'ai eu pour devenir qui je suis. C'était quoi ? Ou la personne que je suis en train de devenir, c'était en tout cas au niveau du sport. C'était une fois, tu sais, j'avais un match à Genève et c'était un gros match contre Neuchâtel. Moi, je jouais à Neuchâtel. J'étais ma deuxième, troisième année à Neuchâtel. Et on m'a changé. Le coach m'a sorti et j'ai pété un plomb. Moi, tu vois. J'ai shooté une chaise, j'ai insulté le coach, etc., etc. Et puis en fait, quand évidemment, j'ai eu une faute technique. Et tu vois, l'attention a attiré sur toi parce que tu as un seul élément parmi les 10 joueurs qui sont sur le terrain qui est juste ingérable. Tout le monde le voit. Et quand je me suis assis et que j'ai regardé en face de moi et que je vois la salle qui est pleine, et il y avait plein d'enfants, tu vois, il y avait beaucoup d'enfants. Je dis, mais je ne sais pas comment expliquer le sentiment que j'avais, mais je me suis dit, est-ce que c'est vraiment l'image que tu as envie de renvoyer ? Est-ce que c'est vraiment la personne que tu es, tu vois ? Et ce jour-là, c'était en termes de sport, ma carrière sportive, ça a été vraiment un déclic. Depuis ce jour-là, j'ai décidé de changer, de plus faire ce genre de choses, de m'améliorer, de comprendre pourquoi je réagissais comme ça, de justement, tu sais, t'as ce petit enfant interne qui te parle, de le soigner en quelque sorte. Sur toi-même. Ouais. Exactement. Et on a tous, quelque part, vécu des choses difficiles. Peut-être pas tous, mais en tout cas, nous, qu'on vient, entre guillemets, de rien, qu'on s'est formé, qu'on s'est fait de rien. Quel était ce déclic pour toi ? Le déclic par rapport au fait qu'il fallait que je me change, en fait, c'est ça ? Qu'il fallait que tu changes. Parce que, en fait, j'avais aussi, justement, tu vois, tu parles d'un comportement inapproprié. Et j'avais trop, en fait. J'avais trop de comportements inappropriés. Il y a trop d'actions que je faisais. Et après, avec du recul, dès que la pression descendait, je me disais, mais mec, j'aurais pu éviter de faire ça, en fait. Tu vois ? J'aurais pu prendre sur moi ou j'aurais pu passer par-dessus. Tu vois ? Mais c'est dur, ça. Hein. C'est dur, c'est trop dur, laisse tomber. Surtout quand t'es quelqu'un d'impulsif, t'es quelqu'un de nerveux, t'es fier, t'as pas envie de te faire marcher dessus. Tu vois, et au final, tu crois que t'es dur parce que tu réagis, mais en fait, non, t'es pas du tout dur, justement. Au contraire, t'es fragile, justement. T'es faible. Tu vois, n'importe quoi peut t'effleurer et tu peux exploser. Et c'est pas ça la vraie force, en fait, avec du recul. Est-ce qu'il y a des choses qu'aujourd'hui, le Romain que j'ai en face de moi et qui partage avec moi ce moment, j'aurais vraiment dû ne pas réagir ou j'aurais vraiment dû ne pas rentrer dans le jeu d'une personne ou quelque chose que tu regrettes vraiment sans forcément rentrer dans les détails, mais une anecdote, peut-être, je sais pas. Par exemple, il y a énormément de choses. Énormément de choses. Avant, même par rapport à mon parcours professionnel, à chaque fois, s'il y avait un truc qui allait pas, je pétais un câble, je me barrais. Et je l'ai fait pour beaucoup de choses dans ma vie. Je l'ai fait pour le gymnase. Tu vois, ma mère, il fallait faire des études. Elle a un train de vie, elle a un vécu qui est assez compliqué, elle est un peu plus persécutée.
Ça veut dire que déjà, elle n'a pas pu grandir dans son pays, elle a grandi dans le pays voisin, parce que ses grands-parents faisaient face à des persécutions. Et après ça, elle est venue en Suisse. Et pour elle, les études, c'était vraiment le moyen de sortie. Et je l'ai fait. Et je l'ai fait et puis ce comportement-là que j'ai eu, je l'ai fait au gymnase. Après, ma mère, pour te dire, elle n'avait pas beaucoup de moyens. Elle a fait ce qu'elle pouvait aussi pour me payer un gymnase privé. Mais je l'ai fait dans le gymnase privé. Tu vois, privé. C'est-à-dire que sur le moment, j'étais jeune. Je m'en foutais. Ouais, tu savais pas l'effort mais qu'elle là, faisait. maintenant, avec le recul, quand je sais ce qu'elle gagnait et combien ça coûtait, franchement, je me dis que j'étais vraiment un petit con. Je te jure. Bref, mais j'ai pas fait très long là-bas, mais ouais, j'ai fait la même chose dans un gymnase privé. Et puis j'ai fait la même chose aussi dans beaucoup de lieux où j'ai bossé. Tu vois, et ce qui faisait que ça m'a quand même, ça m'a entravé dans beaucoup d'endroits où j'étais, et puis ça m'a ralenti aussi au niveau professionnel, en fait. Vraiment, moi, j'ai le souvenir de toi, vraiment pendant des années, quand moi je faisais du basket, je te voyais travailler partout comme un malade. Et je me suis renseigné, évidemment. J'ai appelé Khaled hier soir. Et j'ai dit, Khaled, je vais faire un podcast avec Romain demain. Et il m'a dit juste, mec, ce gars, il est incroyable. Et qu'on arrivait au terme de tous les travaux. Tous les travaux que tu as fait. Il m'a dit, les Chinois, hein, ils sont rien à côté de lui tellement il a bossé. Explique-moi cette étape-là. Parce que je me dis que faire tout ça, on doit avoir un but derrière, évidemment. Et tu vas me dire, je pense que le but final était en quelque sorte de créer ton business, de créer ta salle. Cette période-là de ta vie où tu as travaillé partout, mec. Ouais. Ça, c'est... Quand j'y pense, c'est marrant. Tu sais, il y avait des fois, j'avais des potes à moi qui me croisaient. Ils me disaient, oh, Romain, on te voit le matin, on voit ta story Instagram, t'es allé faire 2-3 coachings à la salle. Après, on te voit à midi, t'es en train de faire une livraison avec Smooth. Tu vois, après, on te voit le soir, t'es en train de bosser en boîte de nuit. Tu vois, partout. Ouais. Ben, ça, l'éthique du travail, c'est quelque chose que ma mère m'a inculqué. Et franchement, j'ai de la chance. Parce que aujourd'hui, je sais que peu importe ce qui peut m'arriver, je sais comment travailler, je sais quand il faut serrer la vis, qu'il faut charbonner, qu'il faut prendre sur soi, puis il faut aller de l'avant. Tu vois, donc, on va dire que, en fait, cette époque-là, certes, j'avais ce projet en tête, je devais économiser de l'argent, mais, tu vois, comment dire, j'étais trop... Avant, je te parlais d'impatience, tu vois, Et à cette époque-là, justement, je me disais que il faut que je charbonne à fond, il faut que je coffre énormément d'argent pour pouvoir, après, ouvrir ma petite structure. Mais après, bah, tu vois, tu fais face à la réalité, tu as aussi des choses à payer. Quand tu travailles à fond comme ça aussi, tu es fatigué, donc tu es moins productif, tu vois. Et j'ai dû aussi apprendre à canaliser mon énergie, en fait, par rapport à ça, tu vois. Ça veut dire qu'il y avait des moments où j'avais trop bossé, j'étais KO. Et encore, je m'entraînais à côté, je travaillais la nuit. Mec, il y avait des moments où j'étais out. Je sais pas comment j'ai pas fait de burn-out, tu vois. Et donc, je devais ralentir la cadence. Et c'est à ce moment-là qu'aussi je me suis remis en question. Écoute, il faut commencer à être un peu plus patient, il faut être un petit peu plus intelligent, parce que tu mets ta santé à risque quand tu travailles comme ça et tu te reposes pas beaucoup. Pas que ta santé physique, mais ta santé mentale, tu vois. Donc certes, il y avait ce projet, mais tu vois, c'était aussi un peu une phase d'expérimentation, tu vois. Et j'ai pu pousser le bouchon loin. Et tu kiffais faire ça? Bah, tu sais quoi? Oui et non. Oui et non, parce que j'aurais préféré être dehors, chiller avec des potes, prendre du temps pour moi, me reposer. Mais en même temps, ça m'occupait, tu vois. Et j'étais loin aussi de toute mauvaise tentation. Je travaillais tellement que j'avais même pas le temps de dépenser mon argent. Donc, je voyais que j'arrivais à économiser. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Imagine-toi que j'avais un pote à moi qui m'appelait 3x8. Tu vois? 3 shifts en une journée. Tu vois ce que je veux dire? J'ai un pote qui m'appelait 3x8. C'est tombé. Qu'est-ce qui te canalise? Quelle est la chose qui t'a permis de... Ça explique qu'au début, tu étais impulsif, tu étais beaucoup d'énergie. Voilà, il fallait que ça bouge. Ouais. On trouve tous à un moment donné une chose qui nous... Exactement. Ma femme, il faut... J'ai pas honte de le dire. Puis ceux qui me connaissent de près, même ceux qui me connaissent de loin ont vu le changement. Tu vois. Ma
femme m'a apporté beaucoup de sagesse. Ma femme, c'est tout le contraire de moi. Elle est discrète, introvertie, tu vois. Elle fait pas de bruit, elle longe les murs limite, tu vois. Elle est patiente, elle voit tout au long terme. Et moi, c'était l'inverse, moi. Tu vois, extraverti, bam, j'arrive dans une plage, je fais du bruit, je commence à rigoler, je parle avec les gens, trop d'énergie, tu vois, tout de suite. Et ma femme, c'est celle qui m'a vraiment aidé, tu vois, vraiment. Je lui dois énormément. J'ai pas honte de le dire, au contraire, je suis hyper fier. Bien sûr. Tu vois, je suis hyper fier et tous ceux qui me suivent, enfin, de près ou de loin, le savent. Les gens savent. J'ai des gens qui m'envoient des messages, laisse tomber, mort de rire. Romain, j'aurais jamais cru, toi, posé, calme, rangé avec ta dame, j'aurais jamais misé sur toi. Non, on a le droit de grandir, mec, on a le droit de s'améliorer, mec. Ok, donc c'est vrai, ce fameux dicton derrière chaque grand homme, une grande femme. Ouais, c'est réel. Bien sûr que c'est réel. Bien sûr. Ou peut-être derrière chaque grande femme, il y a un grand homme. Hein? Aussi. Bon, moi, j'ai une question qui me tient vraiment à cœur, à moi. Ça, c'est ma petite question à moi avant de continuer de liker, partager, commenter. Hein. Dites-nous par où est-ce que vous êtes passé vous aussi ou la personne que vous voulez voir assise avec moi à discuter. Et c'est, tu sais, j'ai toujours vu en toi les moments qu'on a pu partager, bons ou mauvais, etc., de près ou de loin. Ce petit truc pour le social. Tu es quelqu'un qui fédère les gens, mec. Tu es quelqu'un qui arrive à calmer les gens, arrive à faire en sorte que les gens puissent discuter, arrive à faire en sorte que les gens, à un moment de doute ou à un moment de tension, calmer les gens et les gars, tranquilles, discuter, machin, etc. Tu l'as aussi, hein. Toi aussi, tu as moi, je l'ai, mais moi, je l'ai eu j'ai développé par après. Moi, comme tu l'as dit au début, j'étais un fou furieux, Romain, vraiment. Ouais. Et tu le sais, et puis moi, j'ai une histoire de vie qui fait que aussi, bah, je suis fier d'être passé par là quelque part, parce que ça m'a permis de comprendre, de m'améliorer, d'évoluer et surtout de trouver ma voie, tu vois. Peut-être je ne sais pas où j'aurais fini si j'avais continué sur le chemin où j'étais, tu vois. Ouais, bien sûr. Après, voilà, j'ai grandi jusqu'à mes 15 ans avec mon père. Après, il n'y a eu plus personne, tu vois, parce que ma maman, elle est au pays. C'est vrai. Donc, franchement, je me dis que c'est le destin, c'est comme ça, il faut faire nos expériences, mais je suis fier. Franchement, je suis fier de ça. Quoi l'être. Tu tiens d'où, ça? Ouais, ça, c'est quelque chose que j'ai jamais bossé dessus, j'ai jamais pensé. C'est quelque chose qui se fait instinctivement. C'est quelque chose qui se fait instinctivement, c'est en moi. Tu vois, ce sens du leadership un peu, c'est quelque chose que j'ai depuis tout petit. J'ai plein d'anecdotes que je peux te raconter là-dessus, mais tu vois, depuis jeune, depuis petit, j'arrivais tout le temps à faire en sorte que les gens me suivent dans mon délire. Peu importe quel délire c'était. Ouais. Je peux te raconter des trucs, tu vas être mort de rire. Non, dis-moi. Ça veut dire que je me rappelle même, un bon exemple, c'était quoi? C'était la musique. Tu vois, moi, je suis fan de rap californien. Tu vois, moi, j'écoute un certain genre de rap, c'est très niché, mais je suis fan du rap en général. À l'époque, j'avais des gars dans ma classe, et tu vois, des gars, rien à voir. Mais rien à voir. Quand je te parle, tu vois, on était là et il y a moi qui était un peu un métis, tu vois. Et de toute façon, quand t'es métis ou t'es black, et surtout dans l'ère dans laquelle on a grandi, nous, on va s'identifier aux ricains, aux rappeurs. Donc, nous, on était déjà dans le truc. Nous, on avait déjà des Air Force, des pantalons larges, tu vois. Mais peut-être que les Blancs, par exemple, ils avaient peut-être un peu de peine à franchir ce cap, tu vois. S'ils avaient peur aussi, s'ils n'avaient pas le poteau qui était, tu vois, le poteau Renoir qui les met dedans, tu vois. Voilà, tu vois, commencer, il y avait un peu des a priori. Et peut-être que les parents ne te laissent pas. Non, tu vois, le rap, c'est de la musique de voyous et tout ça. Moi, dis-toi, j'avais 4-5 gars dans ma classe, rien à voir. Un petit Italien, un Vietnamien et tout ça. Et moi, cette période-là, j'écoutais vraiment, mais tu vois, du rap des années 90, mais vraiment des trucs old school, tu vois. Et je te parle de ça, on est en 2006, 2005, hein, tu vois. Et j'ai commencé à écouter, je disais à tout le monde dans la classe, les gars, regardez, checkez ça, je leur parle, je leur explique, Mec, ils sont rentrés dans ce truc, mais encore plus que moi. Encore plus que moi, tu vois. Et on échangeait des sons à chaque fois, en fait. Et puis, il y en avait un, bah voilà, tu vois, il y avait un d'entre eux, c'était vraiment le petit geek, tu vois, le Vietnamien, tu vois, les stéréotypes, tu vois ce que je veux dire. Mais c'était vraiment le petit geek. Lui, il était là, il avait LimeWire, déjà, il téléchargeait tout. Il nous faisait des CD gravés et tout ça. Et il nous faisait des compiles. Et puis, tu vois, ils sont tous rentrés dans le truc, mais encore plus que moi, tu vois. Ça veut dire il y a ça, tu sais, même encore avant, à l'époque, plus jeune, j'ai un pote à moi, un grand, qui me file un DVD. C'était vraiment le début des DVD.
Bam, je mets le DVD, premier clip, DMX, Rough Riders, tananana, les chiens, les feats, quad et tout ça. J'ai vu ce clip, ça m'a chamboulé, mec. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je regarde, il faut que je trouve une moto. Mais maintenant, je te parle de ça, j'ai 11 ans, mec. Mais une vraie moto, dis. Une vraie moto. Ça veut dire qu'à l'époque, je vais sur Internet, je cherche Google, je regarde partout et tout ça. Et je tombe sur le truc, Pocket Bike. Tac, là, direct, j'appelle mon père. Et je sais que mon père, il aime bien les motos et tout ça. Papa, stop, les cadeaux de Noël. Tac, j'ai un peu d'argent de côté. On trouve un shop à Lausanne, ils les vendent à 300 francs, tu vois. Oh, ça va. Tac, je vais, je l'achète. Mon père, tu vois, il aimait bien les motos et tout ça. Donc, il m'achète un casque, protection. La totale. Bam, j'arrive au quartier avec. Les gars, faut qu'on chope tous une Pocket Bike. Et moi, entre-temps, le temps que je chope ma Pocket Bike, tout le monde a chopé sa Pocket Bike. Parce que j'ai motivé tout le monde. Au final, on avait un gang de motards. On était 5 ou 6. Et je te jure, et tu sais quoi, un jour, on a fait un tour, mais un tour de malade. On allait sur la route, imagine-toi. On était inconscients. Pocket Bike, il y en avait un, il avait un quad, l'autre, c'était une moto de course. Tac. Oh les gars, on va faire un tour. Maintenant, on a fait le tour. Imagine-toi qu'on est parti de Grand-Venne. Tac. On a fait le tour, le mont sur Lausanne. Après, tu sais, tu peux passer dans la forêt. Tu arrives à Vercher-les-Blancs. Tu vois, pas très loin d'ici, exactement. Hein, tac, la route de Berne, on est sur la route de Berne. Barrage de police qui nous arrête. On a 12 ans, mec, tu vois. Mais ça, c'était tout moi qui était derrière. Tu vois, c'était ce sens du leadership. Et après, même en grandissant, tu vois, dans le quartier où j'ai grandi, c'était à Grand-Venne, c'était soit des gens qui faisaient rien, qui galéraient un peu, soit c'était des footballeurs. Et moi, j'avais réussi à faire en sorte que, tu vois, tout le monde se mélange avec tout le monde, on communique. Et, tu vois, actuellement, il y a des gens qui sont encore amis de cette époque, en fait. Tu vois, c'est cool. Romain, moi, j'ai une question. Et je voudrais que tu me donnes ton point de vue sur... ça ne te concerne pas directement. À l'époque, je ne sais pas si tu te souviens de Momo, avec qui je traînais vraiment H24. Ouais. Qui les Somaliens de Prela. Exactement. C'est mon frère. C'est mon frère, tout simplement. Avec lui, j'ai fait les 1000 coups. Et lui, il avait ce rêve de devenir footballeur professionnel. Voilà. Et moi, j'avais mon rêve de devenir basketteur professionnel. Aujourd'hui, Momo... j'ai pas peur de le dire, tu vois, parce que c'est juste une histoire incroyable. Aujourd'hui, Momo est dans un centre, la dernière nouvelle que j'ai eue, dans un centre, comment dire ça en français de manière correcte, un asile. Ouais, un asile psychiatrique. À un moment donné, il était à la rue. Voilà, SDF, tout simplement. Je pense qu'il consommait aussi des substances illicites. Et tu sais, il m'a dit un truc la dernière fois que je l'ai croisé en ville. Moi, j'étais une des seules personnes qui reconnaissait dans son état, tu vois. Et à chaque fois qu'il me croisait, il me prenait dans ses bras et il commençait à pleurer. Il me disait, je t'avais promis que j'allais devenir footballeur professionnel, tu vois. Et ça, c'est des choses qui, mec, ça marque et ça fait mal parce que en tant que pote, on ne se rend pas compte à ce moment-là quand tu as 13, 14, 15, 16, 17, peu importe. Mais quelque part, tu dis, j'ai manqué à mon truc, tu vois. Oui, moi, j'ai réussi. Et encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire réussir, tu vois? Chacun a sa définition. Mais exactement. Oui, j'ai réussi, mais putain, mon pote d'enfance, mon frère, avec qui j'ai peut-être partagé plus que mon vrai frère, il est dans cet état-là. Quelle est la limite? Toi qui viens, comme moi, quelque part, tu vois, on s'est fait nous-mêmes, en soi. Même si à nos parents derrière, etc. 100%. Quelle est cette limite? Où est-ce que ça peut... Où est-ce que ça peut lâcher? On peut juste give up, tu vois. Je m'en fous, je vais me laisser mourir à petit feu. Ouais. Où est cette limite? C'est compliqué. Il faut voir, parce que on va dire que c'est du cas par cas, tu vois. Parce que si on doit citer l'exemple de Momo, entre nous, c'est la dernière personne sur qui j'aurais misé. C'est la dernière personne sur qui je me serais dit, lui, il va mal finir. Momo, même nous, quand on était plus jeunes, qu'on faisait des bêtises, qu'on traînait, Momo, il était tout seul au terrain de foot. Boum, il était en train de shooter. Il était tout le temps dans mon quartier à Grand-Venne. Tout le temps. Tout en sachant qu'il habitait de l'autre côté de la ville. Il habitait chez moi après. C'est exactement ça. Et il venait, il jouait tout seul. Il y avait des mecs qui jouaient. Il s'incrustait avec eux. Il jouait au foot. Et nous, on était à un âge où on voulait sortir dehors. On voulait déjà, tu vois, on avait une petite bande, petite équipe. On allait en ville et tout ça. Et Momo, il n'était pas du tout là-dedans. Et même moi, j'ai été choqué quand j'ai vu... Je l'ai vu dans un état, une fois, ça remonte à un moment déjà, c'est il y a 6-7 ans. Dans un état, il n'était vraiment pas en forme. Et puis, juste avec un coup d'œil, j'ai capté que c'était les stupéfiants, qu'il y avait de la drogue aussi là-dedans, que ce n'était pas juste un coup mental, en fait, c'est ça.
Et cette limite, c'est du cas par cas, parce qu'il y a des gens qui ont cette limite. Je pense que lui, il avait cette limite déjà bien avant. Mais après, cette mauvaise influence, c'est des fois peut-être le mauvais geste que tu vas faire au mauvais moment, et tu vas peut-être être, je sais pas, c'est du cas par cas, parce que peut-être qu'il était dans une période où il était down, et les seuls gens qui l'inspiraient ou peut-être qui le motivaient étaient les gens qui allaient le couler, en fait. Et il les a suivis, et va voir. Ces gens, peut-être au jour d'aujourd'hui, actuellement, ces gens sont encore en place, ils s'en sortent même mieux que lui. Tu vois, des fois, tu as des gens qui sont pas faits pour une vie avec des stupéfiants. Moi, j'ai des amis à moi qui ont perdu la tête juste à cause de la bœuf. Tu vois, ils sont encore à la même étape qu'on était il y a 15 ans en arrière, quand on essayait de fumer ensemble. Parce que en tant qu'adolescent, j'ai eu une période où j'ai fumé. On a fumé des joints, on a testé, on buvait de l'alcool et tout ça. Heureusement que le sport m'a remis dans le droit chemin. Mais il y en a d'autres qui étaient dans le truc, qui ont dosé encore plus que nous, d'accord, mais qui étaient juste faibles mentalement, qui étaient propices peut-être à la schizophrénie, tu vois, ou à un problème mental, qui ont commencé à fumer, qui ont pris une frappe directement, qui se sont retrouvés à Seri pendant 3 à 4 mois, sont sortis de Seri, c'est l'hôpital psychiatrique pour ceux qui ne savent pas, ils sont sortis de Seri, et c'est plus jamais les mêmes, c'est des légumes depuis. Tu vois, les mecs, ils ont pris 10, 15, 20 kilos, ils sont ralentis. Quand je passe dans mon quartier, ils sont encore là, sauf que cette fois, maintenant, ils sont avec les vieux qui sont dans le PMU, ils vont boire le café avec eux, c'est les seuls gens qu'ils ont un peu autour d'eux. Nous, on leur parle, tu sais, si moi je vais, je commence à parler avec un d'eux, ouais, ça va et toi, ouais, ça va. Puis ils regardent un peu dans le vide. Quels sont les ingrédients? Moi, j'ai 2 questions qui me viennent en tête parce que ça dit quelque chose de très fort pour moi. C'est le sport m'a remis dans le droit chemin. Ouais. Moi, j'ai partagé une dizaine de fois ici que c'est le sport qui m'a éduqué, c'est le sport qui a fait la personne que je suis aujourd'hui avec mes défauts. Évidemment, tout le monde a des défauts. C'est le sport qui m'a permis d'apprendre à me connaître, de me développer, de devenir un leader, de partager des moments avec des personnes qui viennent d'un tout autre pays. Et tout ce que je suis là aujourd'hui, c'est le sport qui me l'a inculqué. Quels sont les ingrédients pour, du coup, ne pas se retrouver dans ces situations-là, ne pas se retrouver à se laisser tenter par certaines situations, certaines drogues, certaines substances, certaines influences. Et après, à quel pourcentage tu dirais que le sport est parce qu'ici, tu sais, on nous apprend à juste, il faut étudier, il faut aller à l'université. Si tu n'as pas l'université, tu ne vas pas réussir dans la vie. Exactement. Ouais. Mais, tu vois, moi, je pense qu'une chose que, par rapport à moi, mon expérience qui m'a énormément aidé, tout d'abord, c'est mon expérience de vie et toute la prévention qu'il y avait autour. En fait, mon expérience de vie était la meilleure prévention. Parce que si on parle même de drogue, de stupéfiants, d'addiction, à l'école, ils nous font des petits débriefs là-dessus. Il y a des ateliers, d'accord. Mais la différence qu'il y avait entre moi et certains jeunes avec qui j'ai grandi, c'est que moi, j'ai vu ça en vrai déjà avant ces ateliers. Tu vois, c'est-à-dire que dans ma famille proche, il y a des gens qui avaient des problèmes d'addiction. Tu vois, la drogue, l'alcool pour certains, c'était compliqué. Tu vois, c'était compliqué, c'est toujours compliqué pour eux. Tu vois, donc moi déjà, j'avais vu ça en live. Ma mère me débriefait tout le temps par rapport à ça. Tu as eu la chance. Fais attention, mon fils. Tu vois ça, c'est comme ça que tu peux finir. Ma mère, je me rappelle à l'époque, on passait à Saint-Laurent. Saint-Laurent, c'est où il y avait tous les toxicomanes à l'époque, juste devant le McDo. Elle me disait, regarde mon fils, tu vois, si tu fais une fois l'erreur de prendre la substance là qu'eux, ils ont pris, c'est là que tu vas finir. Tu vois et moi, j'étais déjà vraiment très briefé là-dessus. Après, quand je suis arrivé, tu arrives à l'école, il y a des ateliers, on t'explique ci, on t'explique ça, dire non à la cigarette, non à la marijuana, tu vois, te protéger, relations sexuelles, tu vois, tous ces petits ateliers de prévention qu'ils nous font. Tu vois, mais j'étais déjà vachement briefé là-dessus parce que j'avais eu un pied dans cette réalité. Tu vois, et puis j'ai vu à quel point aussi ça a affecté ma mère, à quel point ça a affecté ma famille, les gens autour de moi, et à quel point ça m'a affecté moi aussi. Tu vois, et pour moi, et tu vois, c'est parce que mon père faisait face à ces problèmes d'addiction. Tu vois, et moi, plus petit, c'était le truc, c'est ce qui m'a frustré le plus, c'était quand même de grandir sans mon père. Tu vois, parce que tu arrives à l'école, tu as les parents, tu as le père, tu vois, et moi je savais, tu vois, j'avais déjà pas mal de souffrance par rapport à ça, donc moi je savais qu'il y avait des limites. Mais si on regarde bien tous les mecs autour de nous qui n'ont pas eu ces limites et qui sont vraiment tombés bas, il n'y avait pas ça dans leur cercle familial. Tu vois, Momo, on le connaît, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ces problèmes dans son cercle familial. Absolument pas. Ouais. L'autre exemple que je t'ai cité, il n'y avait pas ça dans son cercle familial.
il y a un autre exemple qui a un gars aussi que tu connais, qu'on connaît, tu vois, et il faisait du basket avec toi. J'ai pas envie de te dire son nom. Parce que, voilà, ouais. tu vois, lui, je le croise tout le temps en ville. À chaque fois, oh, je lui donne de la force. Tiens, prends 5 francs. Tu veux qu'on aille prendre un McDo? Et lui, je pense que aussi à proximité de lui, il n'y avait pas tous ces problèmes d'addiction, tu vois. Et je pense que le fait de voir ça de près, c'était la meilleure prévention. Ouais. Et le sport maintenant, parce qu'on a les deux cette culture ou enfin, pas ce lui désir, encore c'est plus, ça lui fait- encore plus. Lui c'est un ouf, lui. Mais après, je vais vous parler de lui, mais lui, c'est un ouf, lui. Hein, moi, j'ai des souvenirs de ce gars. Lui, bref. Vas-y, Hein, vas-y, mais dis. tu vois, déjà même, tu vois, en fait, ton tempérament, je me rappelle, moi, regarde, c'est drôle quand même, cet épisode, c'est... Moi, je voulais faire du basket, tu vois, comme tous les petits jeunes renois, un peu fans de hip-hop. Il y avait Lil Bao, il y avait un film ça avec Bao, comment ça s'appelle, Magic Basket. Avec la musique, we play basketball, tu vois, tout ça, bref. Les Air Force, les Nats, tu vois, le style, c'est même les basketteurs, tu vois, les maillots et tout ça. Donc moi, je me suis dit, il faut que j'aille faire du basket, tu vois, il n'y a pas moyen. Mec, je suis arrivé, moi, je me rappelle, j'étais pas un grand gabarit pour mon âge, j'étais toujours en retard, tu vois. Et même dans mon année, tu vois, je suis en 92, moi j'étais que avec des 91, des mecs qui étaient plus taillés. Et puis si c'était pas des gars qui étaient hyper taillés, par exemple comme toi, parce que t'as toujours eu le désavantage d'être petit en taille. Ouais. Mais il y avait la mentale qui compensait, tu vois. Et toi, t'avais la grosse mentale, c'est ça. T'avais le tempérament, tu vois, t'étais vénère. Et je me rappelle, tac, je cherche un club de basket. Ma mère, ouais, tac, faut que t'ailles là-bas, tac, je vais faire un entraînement avec eux. Mec, je me suis fait déborder, frère. Et il y avait lui qui criait sur tout le monde. Et il y avait que des. Je me rappelle des noms. Je me rappelle, il y avait. Comment il s'appelle? Il y avait un Albanais à grande taille. Granit? Non, Granit, c'était un petit. C'était un nerveux comme toi. C'était Ennis. Non, j'ai oublié son prénom, mais. C'est un grand? Grand, c'était une pièce déjà. Tu vois, donc il y avait des gars comme lui, il y avait ton frère c'était une pièce aussi. Tu vois, il y avait un autre qui a continué aussi à faire du basket, un blond Luca, non Luca, ouais, c'est juste. Voilà, il y avait ouais. lui. Il y avait Novelli aussi. Novelli, c'était une pièce, tu vois. C'était après là, tu te rappelles? Mec, ouais. Il y avait Novelli. Il y avait Kidan aussi. Tu vois, moi, C'est jaune, j'ai oublié, moi. Et je me rappelle, c'était qui? C'était l'entraîneur, c'était... Il y avait Gino, je crois. Gino, c'était l'entraîneur. Gino, c'était... Non, c'était Ferdi. C'était Ferdi. Et Gino était l'entraîneur de l'équipe d'en dessous. Des plus jeunes, ouais. Bref, j'ai joué une semaine avec eux. Je me suis retrouvé à un match, mec. Je me suis fait déborder. Je me rappelle à un moment, je suis rentré dans le match. J'ai pris la balle, je savais pas quoi faire. J'ai fait n'importe quoi avec la balle. Lui, il m'a crié dessus. Mec, tu fais que dégage. Casse-toi. Moi, j'étais choqué. Oh, j'étais sur le banc. J'étais choqué, mec. Tu vois. Et après, ils m'ont dit non, toi, on va te mettre avec les plus jeunes. Je suis allé avec les plus jeunes. Avec les plus jeunes, je m'en sortais un peu mieux parce que j'avais un peu l'avantage du gabarit, tu vois. Et puis ouais, j'ai fait du basket 1 an, 2 ans. Après moi, ça vient du... Évidemment, à ce moment-là, c'était pas structuré, mais ça vient du désir d'avancer dans la vie. De vaincre. Tu vois, et je viens d'un milieu où vraiment, en République dominicaine, mec, j'ai vu des choses, j'ai vécu des choses. Mais ça, c'était juste avant que tu partes en République dominicaine. Non, si j'étais arrivé. Ou c'est ton frère qui est parti alors juste mon frère qui est parti jouer, puis après il est revenu. Okay, là, moi, je venais d'arriver quelques années, je suis arrivé à 11 ans, tu vois. Et quand tu vis des choses comme celles que j'ai vécues en République dominicaine, vous aurez la chance de le savoir quand je vais écrire mon livre. Tu arrives ici, tu as juste envie de... En fait, c'est naturel. Parce qu'à base, si tu n'es pas comme ça, tu fais ou tu finis mal, ou tu vends de la drogue à 10 ans, ou tu pars braquer des gens, tu vois. Bien sûr. Ici, on est dans un cocon, on est dans une... Tu vois, on est chéri, tu vois, tu vas au sport, c'est récréatif, c'est pour transpirer, pour te dépenser, tu vois. Et toi, tu jouais au sport, enfin, tu jouais au basket comme si tu voulais déjà percer. Ouais. Je te jure. Ouais. Et pourtant, tu étais le plus petit en taille, je me rappelle. Toi et Granit, vous étiez les 2 basketteurs les plus petits en taille que je connaissais, mais qui avaient un temps... Les deux, vous avez un tempérament, vous étiez à 200 à l'heure. Et vous étiez les 2 des bons basketteurs, et vous étiez... Les 2, je me rappelais, vous avez rapidement pris un bon niveau. Hein, tu vois, c'est ça. Vraiment, il y a tout le monde qui te connaît à Lausanne. Ouais. T'es le doyen, mec. T'es le doyen de la ville. Plus ou moins. Un peu... Vraiment, mec, c'est qu'il y a beaucoup de personnes... Ouais. Ça parle aussi pour toi en ta faveur. Ça veut dire que moi, je sais que tu es une personne incroyable. Je ne te le dis pas juste pour te le dire. Pareil, même si on n'a pas... On s'est jamais assis et je sais pas, pris un verre ensemble et discuté de la vie. Mais on a vécu des choses ensemble par le passé. Et puis on n'a pas besoin de
de questionner une personne, tu vois ce que la personne elle est. C'est pareil. Moi, le tu vois ce feeling, que je je l'ai veux toujours eu avec toi. Tu sais, à chaque fois qu'on se croise, on dirait que ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu, mais on dirait qu'on était ensemble le jour Et d'avant. pourtant, on n'est pas potes Tu vois, proches. Tu c'est vois ce que je veux exactement dire. ça, bien sûr. Mais je disais, ça parle beaucoup pour toi. Mhm. Tu retiens quoi de ça? Le fait que voilà, il y a vraiment beaucoup de personnes. Je pense que cet épisode, il y a beaucoup de personnes qui vont le regarder. Que les gens, tu kiffes comme ça, mec. Bah, ouais. Après, tu vois, en même temps, c'est. À C'est part dur à le fait dire, que tu c'est as travaillé dur à partout dire. aussi. Ouais, c'est ça. Ça a aidé, tu vois, mais c'est dur à dire, tu vois, parce que j'ai de la peine à me jeter des fleurs dessus, puis Il dire faut, que je suis un mec cool et tout ça. il faut. Mais en soit, j'ai toujours eu un peu cette énergie, on va dire, assez solaire, où je débarque dans une pièce. Si j'ai pas attiré l'attention, je vais réussir à parler à des gens, et puis tu sais, en fait, c'est quelque chose que soit tu l'as, soit tu l'as pas, tu vois. Et moi, il y a quelque chose que j'ai aussi, c'est que moi, je considère tout le monde et je parle avec tout le monde, tu vois. Parce que autant on a notre petit milieu où on s'est connus, mais il y a certaines personnes que je connais, tu serais choqué, tu te dis, ouais, vraiment, tu connais même des gars comme ça, qui ont ce profil, qui fréquentent ce milieu, qui est un milieu qui a totalement rien à voir avec le nôtre. Moi, je néglige personne. Moi, j'arrive dans un endroit, je vais parler à tout le monde. J'ai une bonne mémoire aussi au niveau des visages, au niveau physiologique, tu vois. Ça veut dire que moi, on peut se voir, on peut se rencontrer. 10 ans après, on va se croiser et je vais te dire, moi, tu te rappelles, il y a 10 ans en arrière, on s'est rencontrés là, là et là, on a parlé de ça, ça et ça. Et waouh, tu vas te dire, ok. Et moi, je néglige personne. Moi, je parle avec tout le monde, peu importe le profil de la personne. Je m'intéresse aux gens aussi, tu vois. Donc, tu t'intéresses aux gens, les gens après vont s'intéresser à toi aussi. Tu vois, c'est donnant-donnant. Et tout âge, et je parle avec tout le monde, il y a toujours quelque chose à apprendre d'une personne, en fait. Tu vois, c'est ça. Quand tu vas parler avec quelqu'un, ça va être un échange. Et la personne va t'apprendre quelque chose. Et c'est kiffant quand tu vas être face à une personne qui a rien à voir avec toi, avec ton monde, avec ton entourage, et la personne va te partager, en fait, sa vision des choses. Tu vois, si vous arrivez à parler à un sujet où vous pouvez vraiment échanger. Et puis, si tu arrives à arriver à ce stade où personne peut t'apprendre quelque chose, peut partager sa vision des choses, tu as appris quelque chose. Tu vois, c'est ça. Et puis, au final, tu te renforces comme ça. Tu apprends, en fait. Je pense qu'on arrive, je ne sais pas combien de temps ça fait, Bess, qu'on parle. On arrive gentiment à la fin. Moi, je voudrais que tu me parles de ta salle. Ouais. Je pense que c'est ton bébé, c'est ton truc. Tu as travaillé toute ta vie, je pense, pour ça. Explique-moi. Alors, la salle, c'est simple. Si tu veux, à l'époque, si je reviens vraiment bien en arrière, en 2015, j'ai commencé à faire du coaching. D'accord ? J'avais fait mes certifications avant. Après, j'ai commencé à coacher. Mais je l'ai fait parce que j'étais déjà dans le sport et puis je ne me voyais pas faire un autre taf. Et puis en même temps, j'aimais aider les gens. C'est un travail très intéressant, tu vois, très riche au niveau humain. Et puis, à cette époque-là, justement, je faisais ça un peu à côté. Je travaillais aussi beaucoup à côté. Je faisais plein de petits jobs un peu pour relier les deux bouts, pour payer mes factures. Et je l'ai fait, mais après, j'ai perdu un peu de l'intérêt parce que je sentais qu'il fallait aussi que je fasse mon propre truc. Et puis avant, forcément, tu vas louer une salle ailleurs, tu travailles dans une autre salle pour quelqu'un. Et puis, je sentais que je devais être mon propre patron, tu vois. Après, j'ai arrêté pendant un moment. J'étais complètement off du coaching. Et après, avec du recul, je me disais, non, il faut que je revienne à ce que je voulais faire. Il faut que je revienne à mon plan de base. Il faut que je le fasse bien et ça prendra le temps que ça prendra, mais on va le faire à la fin. Et de fil en aiguille, j'ai recommencé à coacher. À la base, j'ai recommencé dans mon salon. Ok, ça à la maison. Chez moi, dans mon salon. Ça veut dire que c'était de septembre à janvier 2023. C'était chez moi, dans mon salon, que j'ai recommencé. D'accord ? Parce que je me suis dit, si je veux faire mon propre truc à moi, il faut que je dépende de personne. Donc, il faut que je trouve un moyen de le faire. Et chez moi, dans mon salon, il faut savoir que mon salon, avant, c'était le salon d'esthétique de ma femme. Parce que ma femme est aussi une indépendante et elle a son salon d'esthétique maintenant, tu vois, dehors, pas chez nous. Et donc, elle a fait son salon de beauté là-dedans, dans notre salon. Parce qu'on travaillait tout le temps beaucoup. On n'avait jamais le temps d'être dans notre salon. Elle a commencé, elle. Quand elle l'a libéré, moi, j'étais en train de chercher pour un local. Elle me dit, commence dans le salon. Ça s'est fait. Fil en aiguille, j'ai commencé à avoir plein de clients.
Et je suis tombé sur une occasion où j'avais quelque chose justement à proximité de la maison. Et moi, je voulais faire quelque chose, mais dans la zone où j'ai grandi. Ok. Ça te tenait à cœur, ça. Ça me tenait trop à cœur. Parce que les hauts de la ville, Lausanne, tous les hauts de la ville sont laissés un peu au dépourvu. Je te jure, regarde bien. Les hauts de la ville, à l'époque, c'était compliqué au niveau de la locomotion, au niveau des bus. À l'époque, pour monter jusqu'à la Sala, avant le métro, tu faisais 45 minutes depuis Bel Air. Tu prenais le 5 ou le 6, les bus, tu vois, c'est vraiment ces bus. Tu devais monter, tu vois, c'était compliqué, 45 minutes. Alors qu'en 20 minutes à pied, 25 minutes, si tu marches bien, tu peux le faire, tu vois. Et déjà ça, puis après même aussi au niveau du sport, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste des terrains de foot, c'est tout. Après, toutes les salles de sport, ou les salles d'arts martiaux, tu regardes, les box de CrossFit, tout ça, elles sont vraiment sur l'ouest lausannois, tu vois. C'est beaucoup... au centre-ville. Voilà, à partir de Prélat, après Renan, après Malais, toute cette zone, Renan, Bussigny, c'est tout là. Et moi, je trouve qu'il manque, il y a un grand manque un peu dans les Hauts de Lausanne. Donc moi, j'avais vraiment comme but déjà de faire quelque chose là-haut. Puis aussi, c'est là que j'ai toute ma force, que j'ai toutes mes connaissances. Je connais tout le monde, les mamans, les papas, les enfants, moi, ma génération, tout le monde, tu vois. Donc, je voulais capitaliser là-dessus, tu vois. Et j'ai trouvé un truc dans les environs, tu vois, justement, à l'Ermitage, juste de l'autre côté de la forêt de Sauvablin. Et après, ben voilà, ça s'est fait. Ça s'est fait un peu sur le tas parce que j'avais un peu d'argent de côté, mais en même temps, il fallait que j'emprunte de l'argent, il fallait que j'achète du matériel. Et comment dire, j'ai eu de la chance pour tout. J'ai des potes qui sont sortis de nulle part. Oh, moi, je te fais un mur. J'en ai d'autres. Ah, moi, je te mets la douche. Il y en a un autre qui vient. Ah, moi, je te fais le nettoyage à la fin. Un autre qui vient. 4-5 autres potes qui viennent. Ils m'aident pour le montage. Bah c'est ça aussi. C'est le retour que tu as de la personne que tu es. Parce que tu as autant de gens qui t'ont aidé. Ça veut dire qu'au retour ou avant, tu étais là pour eux aussi. Tu vois. Ouais. Indirectement, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Tu vois. Donc, on va dire que ouais, c'est ça. Mon network, mon réseau, c'est ma richesse. C'est vraiment ça. Et puis après, bah, la salle s'est mise en place et puis ça a commencé, ça a pris un engouement et aujourd'hui, ça va bien. C'est rapidement, ça va bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter pour la suite? Vous n'êtes pas obligé. À part la santé. Vous n'êtes pas obligé de le souhaiter parce que je vais le faire avec ou sans vos souhaits. Ça, je vous le dis directement. Mais le but, c'est un agrandissement en présentiel, une salle plus grande, c'est ça. Un agrandissement aussi sur les réseaux, tu vois. Je puisse partager mon savoir avec les gens. Et développer vraiment une communauté, que ce soit en ligne ou même dans le présentiel. Parce qu'aujourd'hui, il y a cet aspect online, forcément, qui est... tout ce qui se passe en ligne, c'est un peu le nouvel Eldorado. Parce qu'on sait que si en vrai, je peux avoir 100 clients, en ligne, je peux en avoir 100 000. Tu vois. Mais après, il ne faut pas oublier une chose. C'est qu'on vit dans une ère où on est tous en train de s'isoler petit à petit. On est tous sur nos téléphones. On a moins en moins de contact humain. Nous, les êtres humains, on a besoin de ce contact humain, on a besoin de cette chaleur humaine, tu vois. Et c'est pour cette raison que j'aimerais bien aussi, tu vois, agrandir ma salle, pouvoir accueillir plus de gens et pas que entraîner les gens, mais vraiment pouvoir créer une communauté. Tu vois, que tu te dises, ok, j'ai mon boulot, ça me fait chier mon boulot, c'est la merde, mes collègues, ils sont relous, d'accord, mais je travaille, j'ai mon salaire, je fais un travail que j'aime, j'ai ma femme, j'ai mes enfants à la maison, ou vice-versa, mais je peux venir à la salle, je peux passer un bon moment, je peux échanger, je peux sentir de la chaleur humaine, je peux m'entraîner et je peux travailler sur ma santé en fait. Tu vois. Et à titre personnel À titre personnel, tu sais, hein, j'aimerais bien pouvoir gagner aisément ma vie, tu vois, avoir des enfants. Tu vois, tout le monde. Ce serait la suite logique, ouais, les choses simples, tu vois. Pouvoir acheter une propriété, avoir une jolie maison, avoir, tu vois, un petit espace pour mon petit cocon, pour moi et ma famille par la suite. La question du podcast, et c'est la dernière, l'avant-dernière. Une personne que tu souhaiterais voir assise avec moi discuter, ça serait qui? Personne accessible, parce que moi, on me donne des noms là, c'est bon. Personne accessible, ok, d'accord. Peu importe le milieu. À proximité, peu importe le milieu. J'ai mon ami Jean-Noël, Job Jaman, qui est un masseur et qui est un masseur et qui lui aussi il travaille dans le médical, mais c'est une personne vachement intéressante parce que c'est un gars avec qui on a grandi, à l'école avec lui, c'était le mec marrant,
Il nous faisait rire, il a fait rire tout le monde. C'était ça. Sa répute, c'était lui. Le Tu l'as dans ta classe, tu vas redoubler. Ah, C'est sûr. Tellement il est drôle. Et après, rapidement, c'est un gars qui a été très mature, même un peu artistiquement parlant, parce qu'après, il a fait du rap par la suite. C'est un gars, on avait 15-16 ans, il avait déjà fait un album, il avait fait des clips. Okay. Et puis, il avait un rap très mature, tu vois, très poussé. Puis, c'est quelqu'un qui a une très grande culture là-dedans. Et il a eu il y a eu quelque chose de grave dans sa vie. Sa mère est décédée. Okay. Et j'ai toujours, en fait, il a continué à évoluer malgré ça, aller de l'avant. Et c'est quelqu'un de très fort et une personne très intéressante. Mm-hmm. Et je trouve, pour moi, l'accident qu'il a eu, l'accident que sa mère a eu, à l'âge où on l'a eu, moi, je ne sais pas si j'aurais réussi à m'en sortir. Okay. Mais j'ai l'impression que lui, ça lui a mis les bouchées doubles. Il a créé une famille. Après ça, il a eu un enfant. Et il a toujours gardé cette bonne énergie, tu vois. Et c'est quelqu'un avec qui tu peux échanger d'un point de vue... avec qui tu peux échanger d'une manière très profonde, tu vois. Et comme c'est quelqu'un aussi avec qui tu peux rigoler... Et je pense que c'est l'homme que tu devrais avoir. Et lui, okay. Khaled, tu l'as déjà eu aussi. Oui, Khaled, je l'ai eu. Khaled, tu l'as déjà eu. Khaled, ouais, voilà. Khaled okay. C'est un personnage à Lausanne, il est connu aussi. Okay. Et puis, je pense que ce serait quelqu'un qui... je pense que vous avez pas mal à échanger. Ça m'étonne même que tu le connaisses pas. C'est vrai. Peut-être, en tout cas, de nom. Job Jaman, Awete Massage sur son Instagram. Tu montreras, peut-être que je vois qui c'est. Okay. Comme ça, un Congolais. Mais avec plaisir, tu m'envoies son Insta et puis on va lui faire parvenir l'invitation. C'est l'objectif, de partager, de connaître. Romain, le coach sportif, le mari, le grand frère, le petit frère, l'homme, le fédérateur, l'être humain qui est assis avec moi, la personne qui a évolué d'une manière incroyable, si on prend en compte tout ce qu'on a pu traverser ou tout ce que tu as pu traverser. Ta caméra, quel serait le message de fin? Le message de fin... Faites ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez et ne vous précipitez pas. C'est ça. C'est très important de ne pas se précipiter et que même s'il y a des embûches sur la route, relevez-vous, allez de l'avant. On a de la chance, surtout pour nous qui sommes en Suisse. On a tout à proximité. Vraiment, on a tout à portée de main et il y a moyen de faire de belles choses. Donc, si vous sentez que vous êtes une de ces personnes qui pourrait faire quelque chose de beau, allez-y, faites-le. Et on sera là et on va soutenir et vous vous retrouverez ici avec Brian Colomb en train de parler de la vie et raconter votre histoire. Voilà. Romain, merci beaucoup. Je pense que ça fait gentiment une heure. Let's go. Par là, qu'on discute. C'est vraiment cool d'avoir pris le temps de venir, surtout pendant les fêtes. On sait que c'est toujours compliqué. Je te remercie vraiment pour ton temps. Tu as partagé évidemment dans la mesure du possible ton histoire. Je te souhaite que le meilleur. Merci de même. Je pense que je n'ai pas besoin de te le dire, tu le sais. Et j'espère que dans 3-4 ans, allez 5, quand je poserai la question, est-ce que tu auras réussi tout ce que tu nous as dit ici? Si là, on fera un autre podcast où je t'expliquerai ce qui s'est passé entre deux. Mais bien sûr, justement, c'est ça le but, le suivi. Et puis que les gens voient l'évolution, les gens voient qu'avec le travail, la dédication, évidemment qu'il faut se préparer, on peut réussir tout ce qu'on se propose, tout ce qu'on souhaite. Clairement. Mais évidemment qu'il faut travailler. Ouais. Quant à vous, je vous dis à bientôt. C'est un nouvel épisode de podcast. Et puis, si podcast, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, sur TikTok, sur Apple Podcast et sur Spotify. Et je vous dis à bientôt. Bye. Bye tout le monde.